Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à cette première rencontre internationale Matices en lenguas extranjeras pour auteurs et lecteurs. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois et de rester connectés sur notre chaîne YouTube et notre page officielle de Facebook. En ce moment, nous recevons les professeurs Aurelius Dufay et Sandia Vanessa Ali. Le professeur Aurelius nous accompagne de l'Université de Rennes 2 et la professeure Sandia Vanessa nous accompagne de l'Université de Toulouse Jean-Jaurès en France. Je vais vous présenter très rapidement qui seront nos invités d'aujourd'hui. La professeure Aurelius Dufay Montalvan est docteur en études hispaniques à l'Université de Montpellier 3 et maître de conférences en espagnol à l'Université de Rennes 2 en France. Ses domaines de recherche abordent des thématiques propres à des disciplines telles que la didactique des langues, la langue de spécialité, la pédagogie et la linguistique appliquée. Elle est membre permanent de l'équipe de recherche LIDIL, linguistique, ingénierie, didactique des langues, et auteur d'une trentaine d'articles et de 3 ouvrages, le dernier publié en 2017, Singularidad y variedad en el estudio sobre los actos de habla, à Madrid. Elle intervient dans la formation des étudiants en licence, en master et en doctorat au département de langue, littérature et civilisation espagnole, en LANSAD, langue pour spécialistes d'autres disciplines, et dans la formation master de FLE, parcours de didactique de langue. Aussi, nous recevons aujourd'hui la professeure Sandia Ali. Elle est maîtresse de conférences en phonétique et phonologie de l'anglais à l'Université Toulouse Jean-Jaurès au sein du laboratoire CLLE. Ses recherches portent sur intonation en anglais britannique contemporain, sur la modélisation de la relation forme-sens appliquée à des corpus oraux et sur l'enseignement-apprentissage de la prononciation en anglais langue seconde. On dit bonjour pour la professeure Aurelius et pour la professeure Sandia Vanessa. Est-ce que vous me voyez? Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Ah, ça y est, bonjour. Très bien. Voilà, nous sommes complets, c'est bien. Ah, super. Voilà, bon, avant toute chose, j'aimerais vous remercier vous tous pour l'organisation et tout ce qui est passé. Donc, il y a eu ces problèmes du temps, mais nous espérons que tout va se dérouler comme il faut après. C'est bien. Et voilà, pour les diaporamas, nous avons déposé les diaporamas sur le drive. Est-ce que qui c'est qui va le... Oui, c'est correct. Nous allons le présenter. Donc, ne vous inquiétez pas. Je présente aussi notre modératrice, notre animatrice d'aujourd'hui, c'est la professeure Sandra Milena Bustos de l'Université de La Salle en Colombie. Et elle a un master en littérature générale et comparée de l'Université de la Sorbonne à Paris. Elle est spécialiste en imaginaire et jeunesse littéraire de l'Université de Toulon en France, un master 1 en didactique du français langue étrangère de l'Université de Sorbonne aussi. Et elle est licenciée de notre programme de philologie et langue française de l'Université nationale de Colombie. Elle a participé aussi à de différents événements académiques portant sur des sujets d'études dans l'éducation, l'enseignement des langues et la didactique des langues. Et actuellement, elle fait partie du bureau de l'Association colombienne des professeurs de français, ACOLPROF. Bienvenue, professeur Sandra. Bonjour, Manuel. Et aussi bonjour à toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette table ronde, également à toutes les personnes qui sont connectées. Merci. Et additionnellement, en plus, nous avons 2 invités. Ils sont Emeline Isaya et Janice Hernandez-Ulloa, qui viennent de l'Université de Rennes 2 en France et toutes les deux étudiantes et doctorantes à cette université. Bienvenue. Je passe la parole à notre animatrice d'aujourd'hui, la professeure Sandra. Voilà, alors, je dois vous remercier pour l'invitation en premier lieu, aussi pour me permettre d'accompagner cette table ronde autour de cet article qui nous situe dans l'apprentissage et l'enseignement d'une seconde langue, et spécialement dans la place du plaisir dans ce processus. Bon, je me permets d'énoncer quelques idées afin d'introduire la présentation de l'article.
En premier lieu, l'importance qui prend ce type d'études pour réfléchir à propos des processus d'enseignement-apprentissage d'une seconde langue, en tenant compte d'autres facteurs différents aux linguistiques, dans ce cas précisément les facteurs affectifs. En deuxième lieu, la réflexion sur la préparation approfondie de la part des enseignants afin de proposer des activités, des ressources pédagogiques et didactiques pouvant contribuer à favoriser l'apprentissage. Et finalement, l'analyse de quelques éléments qui conditionnent de manière externe le processus d'apprentissage. Bon, j'invite les personnes qui nous accompagnent à poser leurs questions à la fin de la présentation de l'article. Et maintenant, je cède la parole aux auteurs. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra, à Manuel également et à toute l'équipe. Hein, nous renouvelons notre remerciement. Voilà, pour aller plus vite, quoi, parce qu'on a un temps limité. Les paroles, voilà, la présentation a été faite, hein, on ne va pas revenir sur ça. Par contre, on va rentrer tout de suite au vif du sujet. Bon, l'article, vous l'avez déjà lu, elle est déjà dans la revue, donc si vous savez après des questions précises, peut-être vous pouvez vous s'adresser ou lire l'article pour compléter les idées qu'on ne pourra pas exprimer aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on peut mettre la prochaine diaporama, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut passer, je ne sais pas qui se charge de pouvoir voilà, présenter. Voilà, merci beaucoup. Bien, vous savez ici l'objectif et l'hypothèse de notre travail de recherche. Bon, c'est un travail de recherche qui a débuté en 2015. Et donc, nous avons mis à peu près 4 ans, hein, 3 ans pour bien analyser et donner un résultat voilà, plus ou moins cohérent de toutes nos activités que nous avons mises en place. Alors, l'objectif, il est écrit, à l'hypothèse également, je ne vais pas le relire, juste je vais vous dire que cette expérience, parce qu'il s'agit d'une expérience didactique, est née du fait que depuis plusieurs années, quand je sortais de mon cours ou à la fin du semestre, les étudiants ils me disaient « Madame, on a eu… » chacun individuellement, hein, pas tous, mais il y avait certains étudiants qui me disaient « Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir d'être dans votre cours, ça m'a plu, voilà. » Et comme ça, c'était des commentaires de la part des étudiants. Et après, je me suis demandé, ça dû à quoi ça? C'est pas, je me suis demandé, peut-être c'est dû peut-être au charme, mais je pense au charme de l'enseignant, mais en dehors de cette possibilité, je me suis demandé, peut-être il n'y a pas que ça, peut-être il y a aussi le côté de la mise en place de l'organisation de l'enseignement-apprentissage, qui fait que les étudiants ressentent une satisfaction d'être là. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu donc travailler sur cette expérience. Pourquoi dire, notre hypothèse c'était ça, hein, une planification bien réfléchie de nos activités, de nos ressources pédagogiques et didactiques, quelle que soit la langue, parce que j'ai voulu aussi tester dans une autre langue, parce que moi j'enseigne en espagnol, mais j'ai voulu voir aussi comment que ça se passe en anglais. Voilà, donc quelle que soit la langue et les contenus disciplinaires contribuent à développer les sentiments de plaisir des étudiants. Voilà, c'était ça notre hypothèse et à partir de là, donc on a organisé, bien sûr qu'on a beaucoup lu pour pouvoir donner un fondement théorique et aussi voir dans quelle mesure nos stratégies didactiques contribuent à ces sentiments de plaisir, non? Mais cette fois-ci d'une façon objective. Voilà, est-ce que vous pouvez passer prochaine? Voilà, merci beaucoup. Et la première lecture que nous avons eue, c'était la lecture de Victor Scandel, vous le connaissez, peut-être sûrement, linguiste et aussi de l'approche pragmatique.
Et dans une conférence qu'elle avait donnée en 2012, elle disait qu'il y a une souffrance dans l'enseignement des langues, surtout au premier niveau. Et il y a une souffrance de la part des étudiants parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à exprimer leurs pensées, leurs désirs, leurs sentiments. Donc, il disait qu'apprendre une langue étrangère implique aussi ou déclenche aussi un sentiment de souffrance dans le processus de l'apprentissage. Ensuite, prochain. Voilà. Et à partir de ces constats, plusieurs chercheurs, après tous les diapositives qui vont venir, ce sont des fondements théoriques sur l'importance de l'affect dans l'enseignement, apprentissage des langues notamment. Bon, Daniel Coste, vous connaissez aussi, c'est un linguiste qui surtout il a fait beaucoup de recherches en 1980 et il a enseigné l'anglais. Et lui, il reconnaissait déjà, ça c'est une citation de Christine Arnaud, mais lui, normalement, il a affirmé ça en 1992, je crois. Il reconnaît que l'affect, il dit à la fin de la citation, l'affect pourrait peser lourdement sur les conditions dans lesquelles se déroule l'apprentissage. Voilà, encore, il donne un point de plus, une idée de plus pour accentuer cette idée que normalement, nous, en tant qu'enseignants, on devait réfléchir sur cet aspect. Bien, mais il faut savoir que la recherche sur l'affect, sur l'affectif, ce n'est pas qu'à partir de 1980 qui a été fait, sinon bien avant. Vous voyez, je cite ici à Bloom en 1956, c'est-à-dire presque 46 ans, 50 ans. Vous voyez, il y a 50 ans, il parlait déjà de l'aspect cognitif de l'apprentissage et ses disciples, si on peut dire, David Carwool, il va se centrer plutôt sur les valeurs, vraiment sur l'affect. Benjamin Blut, c'est l'aspect cognitif, et David Carwool, il va accentuer sur la recherche vraiment du sentiment dans l'apprentissage de langue, mais donc il va aussi il va établir des étapes de l'apprentissage. Il dit, mais en relation avec l'affect. Et ça, ces 12 auteurs que je citais là, c'est par rapport à l'aspect cognitif et affectif. Et après, les autres auteurs qui sont cités là, c'est plutôt l'importance de l'apprentissage, mais du côté social. Social. Donc, Lev Vygotsky, vous le connaissez sûrement, lui, il va défendre cette idée qu'il y a la culture et le social qui aussi vont faire en sorte que l'étudiant puisse apprendre, n'est-ce pas? Et Lantov et tous les autres auteurs qui vont suivre aussi, donc ils vont aussi prendre en compte cet aspect social, la culture, mais une autre chose importante qui vient après dans l'autre diaporama, s'il vous plaît. Voilà, c'est les dialogues. Il dit que les dialogues, finalement, ils ne parlent pas encore d'instruments, de ressources qu'on peut mettre en place. Il parle plutôt de ces rapports entre l'enseignant et l'étudiant. Eux, mis à part cette idée du social, de la culture, il va dire que finalement, les dialogues c'est la clé pour pouvoir établir un rapport, pas étroit, mais un rapport, comment on peut dire, où tous les deux se sentent à l'aise, se sentent vraiment dans une compréhension de l'un à l'autre. Et l'idée qui vient ensuite, quand on parle des tâches principales, pardon, bon, c'est pas grave. Et vous pouvez revenir voilà. Et cette idée que je mets ici, tâche principale, on dit que l'apprenant devrait participer, se sentir impliqué dans toutes nos activités. Ça, c'est une idée à nous. C'est pas l'idée de Lantov, de Vygotsky, les auteurs. Non, c'est nous qui avons mis ça par rapport à notre conception ou à notre résumé que nous avons fait de toutes ces lectures, si on peut dire. Donc, pour qu'il y ait vraiment
un sentiment du contentement ou du plaisir, et l'étudiant devrait être impliqué dans toutes nos activités. Voilà, c'était ça cette idée. Ensuite, s'il vous plaît. Bien. Et on continue con la partie théorique parce qu'après Sandhya, il parlera sur le corpus, l'expérience en tant que telle. Moi, je suis dans la partie théorique. Et nous savons aussi que, vu la recherche de Jean-Pierre Pourtois et Nicole Mosconi, qui nous dit que finalement, il faut prendre en compte ces deux critères, le plaisir et la souffrance, et les savoirs aussi, n'est-ce pas? Parce que le savoir, c'est-à-dire le contenu qu'on va transmettre aussi, peut déclencher une sorte de contentement, de plaisir d'être dans les cours. Hein? Donc, il n'y a pas que les stratégies. Nous, notre expérience, c'est du point de vue de méthodes, des stratégies. Mais une autre recherche intéressante, ça serait de voir dans quelle mesure un contenu précis, hein, quel type de contenu peut susciter aussi le plaisir ou le contentement chez les apprenants. Ça serait une autre recherche qu'on pourrait faire peut-être. Et voilà, je crois que ce qui est important ici, c'est aussi que ces deux auteurs, ils vont reconnaître, ils parlent des contenus, mais ils parlent aussi des stratégies et des méthodes qui peuvent aussi susciter des sentiments de plaisir, vous voyez. Donc, ils vont dans notre sens finalement. C'est ici que nous avons vu que cette idée, elle était déjà aussi plus ou moins proposée par d'autres auteurs. Non, nous avons découvert que finalement, notre idée aussi a été plus ou moins déjà réfléchie, hein, que les méthodes, les stratégies vont contribuer à ce ressentiment, à susciter le plaisir chez les apprenants. Et voilà, c'est une autre idée, hein, Jean-Jacques André. Ce sont des pédagogues ici, hein, ce n'est pas vraiment des linguistes, mais ou de chercheurs dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Non, ce sont des pédagogues qui disent le plaisir est le moteur de tout apprentissage et en même temps son principal aliment. Quel que soit l'apprentissage, ça peut être des langues ou n'importe quel type d'apprentissage, on parle que le plaisir, c'est, on dit, la clé, hein, de tout apprentissage. S'il vous plaît. Enfin, c'est encore une autre idée. Hein. Il y a deux sortes de plaisirs, d'après Antoine de Langarandéry, un psychopédagogue, qui dit que il y a le plaisir du contentement, qu'on nous donne tout, on est passif, on reçoit, on est content de recevoir, hein, tout, bien sûr, comme quand on reçoit un cadeau, n'est-ce pas? On n'a rien fait, mais on est content, simplement. Mais par contre, il y a le plaisir d'acte, quand on se sent vraiment impliqué, hein, quand on éprouve une expérience, on dit, et finalement, on arrive à dépasser notre contentement, on se sent vraiment comblé, non? C'est-à-dire, c'est là, ce plaisir d'acte qu'on devrait travailler en cours, finalement, hein, pour que l'élève puisse dire qu'il a appris quelque chose et il se sente vraiment comblé par tout ce qu'il a pu obtenir dans le cours. Et après, on a d'autres facteurs à prendre en compte, mais toutes ces idées, nous sont servies à nous pour pouvoir construire notre méthodologie. Vous voyez, tout ça, ce sont les contextes externes de l'apprentissage. Et voilà, une autre idée ici, c'est que bon, il y a les trois facteurs qu'on va travailler, la culture aussi, la personne, hein, les personnes, parce qu'un individu est différent d'un autre, n'est-ce pas? Chacun a sa façon de voir les choses, ses préjugés, ses désirs, ses objectifs, vous voyez, nous ne sommes pas homogènes. Mais donc, il faut prendre en compte l'individu, la culture et la langue en tant que telle, la difficulté ou non de l'apprentissage de notre langue. Par exemple, moi, j'enseigne l'espagnol et Sandhya l'anglais, donc il faut voir la difficulté propre de la langue en tant que telle, n'est-ce pas? Ensuite, et voilà, et vous savez ici notre définition, hein, ce n'est pas de définition d'autres auteurs, c'est la nôtre, hein, que nous avons nous l'avons écrit, qui dit le plaisir se concrétise par un acte et par un état de satisfaction, de contentement ressenti par une personne durant ou après la mise en place d'un processus d'enseignement-apprentissage. Dans ces contextes, la langue, les contenus et l'enseignant auront leur part à jouer.
Voilà, c'est notre... peut-être maintenant que je lis la définition, peut-être il faudra ajouter les méthodes aussi, n'est-ce pas? J'ai oublié, peut-être il faudra reformuler cette définition. Et voilà, on arrive ici au point là, comment nous allons harmoniser notre méthode didactique dans chaque cours. Hein. Et nous avons fondé toute une méthodologie sur cet auteur et bien sûr sur les autres, hein, sur les autres que j'ai déjà fait mention. Et ça, nous avons ici le psychopédagogue aussi, Robert Gagné, hein, qui a des années 1970, 1960, déjà très vieux, hein, mais que je prends toujours en compte, c'est devenu une routine, c'est-à-dire pas une routine, mais c'est devenu quelque chose il est en moi inhérent. Chaque fois que je veux planifier ou même donner un cours, je dois penser à ces principes d'enseignement-apprentissage qu'il donne. Là, il donne 8 étapes à suivre, mais dans ma pratique professionnelle, c'était moi qui a fait ça, vous pouvez mettre le prochain diaporama, s'il vous plaît. Vous voyez, lui, il a donné 8 processus et moi, je donne 3 processus. C'est-à-dire, ce sont les mêmes, mais comme il s'agit des étapes d'enseignement-apprentissage qui réunit, qui concilie la partie psychologique et la partie enseignement. Et ce sont des tâches qu'on peut dire simultanées, qu'on peut observer quand on enseigne, hein, quand les élèves sont en train d'apprendre. Et donc, pour moi, ces 8 étapes, on peut le résumer en 3, dans la motivation, compréhension et généralisation. Alors, ensuite, bon, je ne vais pas tout expliquer ces 3 étapes, mais parce que vous l'avez dans l'article, mais justement, on peut dire, vous pouvez passer la prochaine diaporama, s'il vous plaît. Dans la motivation, en résumé, c'est l'appétit qu'on va donner pour commencer un cours, n'est-ce pas? Alors, comment on va les faire? Différentes façons, n'est-ce pas? Ça peut être l'objectif, les questionnements. Enfin, chacun d'entre nous, il a une façon d'introduire son cours, n'est-ce pas? Mais c'est important de le faire. C'est important, hein, d'après Robert Gagné, et je pense que je l'ai toujours utilisé. Et bon, il n'a pas eu de problème par rapport à ça. Après, s'il vous plaît, l'autre. La compréhension, voilà, c'est déjà toutes les activités qu'on va mettre en place. Ça peut être exercice, lecture, c'est déjà, ça peut être toutes les activités très détaillées, la lecture, les dialogues, la compréhension. Ça peut durer 20 minutes, une demi-heure, c'est pas cette partie. Hein. Là, les contenus est privilégié dans la compréhension. Dans la motivation, c'est l'enseignant qui est privilégié, n'est-ce pas? Dans la compréhension, l'enseignant est toujours en prenant en compte l'étudiant, bien sûr, mais c'est plutôt dans la motivation, c'est une tâche spécifique pour l'enseignant. La compréhension, la tâche spécifique, c'est l'apprenant, n'est-ce pas? C'est l'enseignant, il va donner les directives, mais il se cache, on peut dire, n'est-ce pas? Dans la compréhension, c'est l'étudiant qui est mis en valeur, c'est lui qui doit agir, n'est-ce pas? Et ensuite, l'étape de la généralisation et transfert, c'est déjà une sorte de renforcement, hein, d'encouragement. On va constater si l'étudiant, il est arrivé à notre objectif, et on va lui demander de construire son propre apprentissage. De tout ce qu'on avait appris, c'est lui qui doit reformuler ce qu'on avait appris. Ça peut être n'importe quel contenu. Si c'est la phonétique, peut-être on peut lui demander comment, si c'est lui qui apprend, on peut lui demander comment il va enseigner ce qu'il vient d'apprendre à une autre personne. Vous voyez, comment prononcer ces mots, par exemple. Ça, je dis la phonétique, mais ça peut être la grammaire, ça peut être différents contenus. Mais voilà, ces 3 étapes, tous nos collègues qui ont intervenu dans cette expérience, on l'a utilisé, on a homogénéisé nos expériences. Les contenus, ça peut varier, mais tous les 3, on a respecté et que nos cours suivent ces trois étapes d'enseignement-apprentissage. Voilà. Maintenant, je cède la parole à Sandia qui va parler sur les... Ah, pardon. Oui. Et voilà, vous savez, j'ai fait un petit diagramme là. Vous voyez, c'est l'affect qu'on cherchait.
et voir comment les stratégies, en suivant les 3 étapes d'apprentissage, plus nos objectifs langagiers en tant que tels, ça peut être le développement d'une compétence langagière particulière, l'expression écrite, l'expression orale, l'interaction, et objectifs disciplinaires, par exemple la grammaire, ou ça peut être aussi l'apprentissage de la culture, une période historique, tout ça, mais dans un cadre d'une méthodologie harmonisée par les 3 enseignants par nous 3, hein, que nous avons participé à notre expérience. Voilà, maintenant, oui, je passe, c'est de la parole à Sandia qui va vous expliquer un peu le corpus. Oui, j'ai vu qu'il nous reste 5 minutes, donc je vais être rapide, mais au cas où, on pourra toujours développer dans les questions. Alors, au niveau de notre expérimentation, donc notre objectif, comme vous l'avez compris, était de favoriser le plaisir, la participation volontaire des étudiants. Nous avons travaillé avec 3 groupes différents. À chaque fois, 60 étudiants étaient concernés, en espagnol et en anglais. Nous avons travaillé sur plusieurs niveaux. Alors, en fait, c'était licence 2, licence 3 et master, ce qui nous permettait un peu de voir aussi plusieurs niveaux de langue aussi concernés et leurs besoins. Et nous nous sommes basés sur les positions théoriques, comme on a vu, de l'enseignement de l'apprentissage de Robert Gagné. Alors, en licence, nous avions des étudiants qui avaient 2 heures de cours par semaine, et en master, c'était seulement 1 heure de cours. Ça a été aussi un facteur. Regardez si ça pouvait peser le nombre d'heures. Alors, pour aller dans plus de précision, ça sera la prochaine diapositive. Si vous voulez bien la passer, merci. Alors voilà, nous avons fait cette expérimentation sur une période d'1 semestre. C'était le second semestre de l'université, si bien que nous connaissions déjà les étudiants, en fait. On les avait vus au premier semestre, on les connaissait, on a pu leur présenter ce projet en deuxième partie d'année. Et du coup, commencer aussi sur une relation de confiance avec les étudiants. On a commencé à chaque fois par un test d'entrée, un placement test, comme on pourrait dire, qui nous permettait à la fois, d'une part, d'évaluer leur niveau. Là, on se basait sur le cadre européen des langues. Et donc, ils avaient un autotest à faire, c'est-à-dire identifier leur niveau en lisant un petit peu les descriptifs réguliers du niveau de langue dans le cadre européen. Et puis, il y avait aussi un questionnaire qui était axé sur les objectifs du cours, les expériences d'apprentissage, leurs envies, ce qu'ils avaient envie de travailler, les objectifs linguistiques, etc. Donc, on a fait ce type de test avant de commencer un petit peu pour affiner nos stratégies didactiques. Au niveau de... Alors, je crois que je n'avais pas fini tout à fait. Là, c'est d'abord, pardon, excusez-moi. Oui, au niveau des méthodes de travail, donc on travaillait dans ce trio d'enseignants. On travaillait ensemble au début du semestre et aussi au cours du semestre pour discuter des applications, des principes de Robert Gagné et de voir si ça fonctionnait dans nos cours. Et à la fin du semestre, nous avons fait passer un questionnaire d'évaluation, là beaucoup plus détaillé, qui était basé sur toutes les étapes d'apprentissage que nous voulions tester et pour essayer d'identifier cette notion de plaisir au travers de ces étapes. Voilà, on peut passer à la prochaine si vous voulez. Alors là, c'était juste à nouveau une illustration de la procédure expérimentale. Elle dit à peu près la même chose, donc je vais juste rajouter qu'au niveau du test de placement, notamment du test final de satisfaction, on utilisait des échelles de Likert, donc des questions avec des réponses de type I strongly agree, I agree, slightly agree, etc. par exemple. Ça s'est fait en fin de semestre à la convenance de chaque enseignant. Et donc le semestre qui était concerné était allé de janvier à avril 2015 pour cette recherche. Voilà. Au niveau des résultats, bon, il y aura beaucoup plus de détails à voir dans l'article lui-même, mais dans l'ensemble, on a été assez satisfaite du résultat du travail. Les réponses collectées ont montré que les étudiants étaient engagés, impliqués dans les enseignements. Ils ont bien répondu à cette approche au niveau du contenu, de la langue, du plaisir qu'ils ont pu prendre. Et on a surtout noté des réserves qui étaient liées au nombre d'heures dédiées aux langues, notamment dans les groupes de master qui ont moins d'heures et qui regrettaient ce nombre d'heures, et aussi aux différences de niveau. Alors ça, c'était très lié à notre institution parce que donc, dans ces cours de l'ANSAD, d'anglais pour les non-spécialistes, on a des étudiants qui sont mélangés par niveau. Ils sont regroupés par année et par discipline principale, par exemple des étudiants d'histoire de l'art, des étudiants de sport, etc. Et donc, ils sont ensemble surtout pour leur thématique et pour l'année universitaire et pas pour le niveau de langue. Donc, il y a eu aussi des difficultés autour de ça qui sont remontées dans nos résultats.
Mais dans l'ensemble, on a été assez satisfaite de pouvoir mettre en place ce type de travail. Quelque chose de tout simple qui, moi, m'a marqué aussi, c'est tout simplement cette idée de vraiment les motiver, de l'étape de motivation, de planification de cours, de bien montrer les objectifs dès le début du cours, qui semblent toutes simples, mais qui structuraient le cours et qui les aidaient beaucoup à être motivés par la suite, notamment. Voilà. Et donc, on va finir juste sur quelques idées. Bon, à nouveau, que les cours et ce qu'on a essayé de faire, c'était d'embrasser plusieurs objectifs, disciplinaires, langagiers, affectifs, mélanger le linguistique à l'affectif aussi, que le fait de réfléchir régulièrement à nos activités didactiques et pédagogiques et de s'appuyer sur ces théories qu'Aura a présentées en détail nous a aidé en fait à être plus clair, plus précise dans nos planifications de cours et à obtenir des objectifs et des résultats un peu plus précis avec les étudiants. Et voilà, donc on ne peut qu'insister sur cet élément que vraiment, c'est très intéressant d'utiliser les étapes d'apprentissage développées par Robert Gagné pour structurer nos apprentissages et essayer de se remettre en question toujours dans nos préparations de cours pour essayer de favoriser ce plaisir déclencheur pour la motivation et pour l'apprentissage. Voilà. Bon, ben, j'essaie de faire rapide. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on laisse le temps aux questions. Bon, merci beaucoup, professeur Aura Dufay et Sandia Ali, pour cette présentation assez intéressante à propos des sujets de l'implication du plaisir dans le processus d'enseignement-apprentissage de langue étrangère. Bon, pour continuer, je voudrais savoir s'il y a des questions des collègues qui nous accompagnent dans cette table ronde. Oui, Angelica? Oui, merci beaucoup. Oui, bonjour, merci à vous. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ok, super. Tout d'abord, c'est très intéressant. Moi-même, je suis prof d'anglais et de français aussi, ici en Colombie. Et j'aimerais bien mettre en place au moins une partie de cette étude. Mais pour celle-là, j'aimerais bien vous demander si vous pouvez nous donner des exemples d'activités que vous avez développées dans votre recherche. Oui, en espagnol peut-être, bon, chacun pourra, parce qu'on les fait souvent. Bon, là, il y a des activités spécifiques qu'on a mis pour l'expérience, mais après, je continue à les faire souvent, toujours. Une activité spécifique. Déjà, vous voyez, peut-être un cours que j'ai eu l'année dernière, que je vais le refaire cette année, c'était un cours, ce cours s'appelle « La recherche dans la pratique professionnelle ». Hein, c'est pour les étudiants qui préparent les concours. Mais dans ce qu'on appelle en France l'INSPE, l'Institut des pédagogues. Et moi, j'avais le cours de recherche dans la pratique professionnelle. Et donc, c'est un cours nouveau depuis l'année dernière, c'est juste ce vient de créer. Et comment j'ai fait pour la motivation déjà, moi, je parle du premier cours que je donnais. Après chaque cours aussi, bien sûr qu'on essaye toujours d'une façon ou d'une autre de dire qu'on est là et on va commencer les cours, non? Et donc, la première fois que j'ai eu contact avec les étudiants, bon, je leur dis, qu'est-ce que vous entendez déjà par recherche, non? On pose une question avant de dire, voilà, aujourd'hui, nous allons faire tout, au lieu de dire l'intitulé de nos objectifs, tout est structuré. Je posais la question, qu'est-ce que vous entendez par recherche dans la pratique professionnelle? Voilà, c'est l'intitulé du cours, vous voyez? Et à partir de là, j'ai su si les étudiants ils comprenaient ces cours, qu'est-ce que les attentes, vous voyez. Ça m'a permis d'abord de voir déjà comment eux ils pouvaient participer ou pas, certaines, de reconnaître toujours, parce qu'il y a toujours des étudiants qui vont participer et pas d'autres, vous voyez, de reconnaître qui se lance dès le début et ensuite pouvoir travailler au fur et à mesure que le cours se déroule avec les autres qui ne participent pas, vous voyez. Mais au début, c'est ça. Et donc, j'ai commencé par un questionnement, n'est-ce pas? Et à partir de ce questionnement, je pense que j'ai suscité plus ou moins l'intérêt pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans ces cours.
voyez, parce qu'eux, ils m'ont posé des questions et on a discuté et à la fin, je dis, voilà, vous allez finalement découvrir cette recherche tout au long de ce semestre, comment on va les faire. Non? Et ensuite, pour l'étape de la compréhension, c'était parce que ça peut durer 5 minutes, comme 10 minutes, ça dépend de la participation des étudiants. Et l'étape de la compréhension, c'est là où je rentre en vif. J'avais préparé déjà toute une brochure où était résumé les objectifs des cours, les textes, ou comment il allait construire. Chaque fois, il avait une thématique qu'on allait développer dans tous les semestres. Vous voyez, il avait les activités et donc j'ai expliqué ça. Et on a commencé, bien sûr, l'étape de la compréhension, c'est-à-dire d'expliquer bien les activités que j'avais programmées. C'est-à-dire brochure, explication de la brochure et choisir une thématique, exemple une thématique de recherche dans la pratique professionnelle. Et à partir de là, donner ces exemples, ils regardent, posent des questions. Voilà, tout ça, ce sont de rentrer dans les contenus même du cours. Pas? Et après, pour les transferts, qu'est-ce que j'ai fait pour ces premiers jours des cours? Je lui ai dit, voilà, vous allez, le prochain cours, vous allez me dire, déjà, on a beaucoup parlé sur une thématique de recherche, je vous ai donné des exemples. Maintenant, vous allez réfléchir pour les prochains cours sur une thématique de recherche que vous attire peut-être. Et vous allez essayer de poser une problématique. Parce que pour eux, le plus difficile, c'est de poser une problématique de recherche, un questionnement de recherche. Vous voyez, ça, c'est le plus dur pour eux. Et donc, trouver une problématique et faire une hypothèse de cette problématique. Et en vérité, on a travaillé pendant 4 mois sur faire un questionnement et des hypothèses. Et je croyais que ça allait me prendre 12 séances. Mais non, dans chaque thématique, ils avaient beaucoup de difficultés à poser une question et à trouver l'hypothèse. Mais donc, là, les transferts, c'était qu'ils proposent déjà pour les prochains cours de me proposer un questionnement de recherche à partir de la thématique que j'avais donnée. Hein? Parce que c'était une thématique, c'était la ville, je crois que c'était ça. Bon, il avait plein de textes sur la ville, des vidéos sur la ville. Et donc, il devait, avec tous ces documents, textes, vidéos, oui, il avait les textes, et il y a aussi chansons, j'avais choisi chansons. Avec tous ces documents, il devait extraire les contenus et poser une thématique de recherche à développer à partir de ces textes. Voilà, et donc, ce que j'attendais pour le prochain cours, c'est d'avoir plusieurs thématiques de recherche. Et c'est ça qu'on a discuté après les cours prochains. Vous voyez ce que j'ai répondu à votre Angélica? Ça va? Ah oui, oui, merci. Vous m'avez donné des idées. Là, je ne sais pas s'il a un exemple pour Sandhya. Oui, je peux vous parler de. Il y a une formation en ce moment, c'est à l'Université de Toulouse cette fois-ci, à nouveau à destination des étudiants de l'ANSAD et qui rentre bien dans ce cadre-là. Enfin, moi, je l'ai trouvé. Et c'est un peu particulier parce que c'est en partie de l'auto-formation et en partie des cours groupés et même des CM. Et dans ce cours-là, donc c'est un cours de langue pour les premières années qui arrive en première année et qui en fait se veut adapté à chaque profil. Alors l'idée, c'est qu'on voit les étudiants en entretien et en groupe. En groupe, on les voit et on fait des cours de type un peu linguistique, méthode d'apprentissage, comment apprendre, comment mémoriser, etc. Donc en groupe, ils ont des CM sur la méthode d'apprentissage, plutôt d'une langue en général, aussi sur la partie phonologique. Et quand on les voit en plus petits groupes et presque individuellement, on fait dès le début du semestre un projet en fonction de leur niveau. Ils ont un test de niveau, donc tous ont un test des niveaux pour se placer au début, et on fait un projet par étudiant. Et chaque étudiant vient et a un entretien au départ avec son enseignant, dans lequel il va dégager ses objectifs. Qu'est-ce qu'il veut apprendre? Quel est son niveau? Donc, il a son test niveau pour voir, tiens, quels sont les problèmes, etc. Et pour le filon du plaisir, on leur apprend à chercher les ressources
qui peuvent les aider à apprendre eux-mêmes, donc à utiliser les ressources du centre de ressources de langue qu'on a, etc., les différents types de ressources, alors les cours en ligne, on les éveille à un peu tout ça, toutes les possibilités, les cours en ligne, Rosetta Stone, travailler sur un ouvrage bilingue, etc. Et chacun, du coup, a un travail déjà de choix à faire, à la fois sur ce qu'il veut travailler en fonction du niveau des problèmes qui ont été identifiés et qu'il travaille avec l'enseignant, qu'il regarde avec l'enseignant, mais aussi ils font un choix de ressources. Et à la fin, on les aide à faire un planning, à la fois donc des cours, donc on a des cours avec eux à l'université, mais aussi un planning de ce qu'ils doivent travailler individuellement en fonction de leurs besoins. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette formation-là parce qu'elle me permettait de mettre ça en application, d'avoir quelque chose de personnalisé. Et à la fin, ils sont notés non pas uniquement sur la partie langue, mais surtout sur en fait, ce qu'ils retiennent de leur projet. Et à la fin, on les fait s'exprimer en une vidéo qu'on note, dans lesquelles ils racontent un peu ce qu'ils ont appris sur eux, qu'est-ce qui a marché pour eux ou pas dans l'utilisation de certaines ressources pour essayer de progresser. Donc, dans ce cours-là, je trouve qu'on arrivait à travailler à la fois sur la motivation au début en partant de leurs propres envies et en ayant cette planification, à la fois sur cette sélection des informations, compréhension, quand il fallait travailler un peu sur les ressources, et ensuite quand ils devaient réfléchir à nouveau sur leur formation à la fin et faire un bilan de ce qu'ils avaient appris, là on était un peu plus encore dans la généralisation, le transfert. Donc ce cours-là, je l'ai trouvé très intéressant, mélanger auto-formation et formation générale. Voilà, pour ces principes-là, je trouve que ça mettait bien dans l'application. Et les étudiants se trouvaient, donc on les interrogeait à la fin par questionnaire pour voir et étaient motivés par ce genre d'approche. Certains pouvaient être perturbés parce qu'il y a beaucoup d'autonomie, de demandes de travail en autonomie. Ça peut être... les profils sont très différents. Donc, il y avait des profils qui aimaient vraiment plus un cours de 2 heures classique, beaucoup plus cadré. Mais on a une majorité d'étudiants qui ont apprécié de pouvoir faire un travail et de choisir leurs propres ressources, de se faire plaisir en travaillant sur des ouvrages qu'ils aimaient, sur de la musique, etc., en choisissant un peu leurs ressources et en étant aidés à exploiter ces ressources. Voilà, donc ça, c'était un exemple. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est que j'ai trouvé intéressant. Ah bah oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour. Allez. Donc moi aussi, je veux bien poser quelques questions. Donc merci pour cette présentation. Donc en partie, Sandhya, vous avez déjà répondu un petit peu à mes questions, mais justement, je me demandais si vous aviez pu mesurer par rapport au plaisir de l'utilisation de certains supports. Est-ce que vous avez noté une différence par rapport à l'utilisation des supports, justement, dans l'implication des élèves et dans ce plaisir qu'ils peuvent développer? Et l'autre question, c'était, est-ce que vous avez noté des résultats, des améliorations, en fait? Est-ce que vous avez pu percevoir par rapport à d'autres années où vous avez moins focalisé peut-être la préparation des cours par rapport à cette dimension-là, du plaisir? Est-ce que vous avez pu noter des améliorations dans les apprentissages réels ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose à travailler encore? Mais voilà. Alors, peut-être pour commencer, du coup, là, en pensant à l'expérimentation plutôt qu'on avait mis en place à Rennes 2, alors, moi, par rapport à mes étudiants, j'avais noté une augmentation du plaisir à travailler, notamment, alors là, c'était des étudiants d'histoire de l'art, et qui, notamment, au départ, avaient choisi, moi, je leur demandais s'ils voulaient travailler sur de l'anglais pour l'histoire de l'art, ou de l'anglais plus général, etc. Notamment, c'était une des demandes. Et eux étaient passionnés par l'histoire de l'art. Donc, on avait fait tout un cursus sur l'histoire de l'art où j'essayais de leur apporter des documents et qu'ils avaient validé ou pas. Ils choisissaient, ils me disaient si c'était intéressant pour eux. Et à la fin, ils faisaient des présentations eux-mêmes sur leur thématique phare qui les intéressait en histoire de l'art. Donc, pour eux, au niveau plaisir, ça, oui, j'avais noté, mais c'est des étudiants qui étaient passionnés par leur domaine, que de vraiment prendre en compte leur discipline et leur envie de travailler sur tel ou tel domaine de leur discipline avait augmenté le plaisir. Après, au niveau des notes, j'avais pas forcément, c'était pas très très clair, j'avais pas assez de comparaison possible pour savoir si vraiment ça avait augmenté les notes sur cet aspect-là, donc en pensant à l'expérimentation. Bon, oui, merci beaucoup. Bon, moi j'ai une question. Vous avez fait toute cette recherche dans un contexte en présentiel. Vous l'avez aussi fait en contexte virtuel? Non, parce que c'était on avait fini en 2018, je crois, 15 et 18, non? Et le Covid, il est venu après, donc tout on l'a fait en présentiel.
Mais justement, il y a une question, je crois, d'Edgar Rivera. Il pose la question dans le chat, il dit « Quels sont les outils et atouts que rendent actuelle l'intervention pédagogique et les résultats de la recherche, tenant en compte les progrès et les apprentissages des élèves étudiants ?» Voilà, parce que en vérité, on peut dire que pour nous, les outils, on pouvait employer n'importe quel outil. Vous voyez, c'était pas... chaque enseignant avait la liberté d'employer l'outil qui pouvait, les ressources qu'on peut, moi j'appelle les ressources. Et donc, pour pouvoir susciter ce plaisir, mais la condition c'était de le programmer d'une façon de respecter ces étapes d'enseignement-apprentissage, la motivation, la compréhension et les transferts. Mais vous voyez que c'était ça. Mais après, quel outil nous avons employé chacun? Ça peut être même actuellement, on peut le faire avec tout ce qu'on a comme outil numérique. On peut voir dans quelle mesure, si on utilise les outils numériques, hein, si voilà, Edgar, j'ai toutes les questions. Oui, très bien. Et donc, il faudra voir si avec l'utilisation du numérique, si on respecte, on respecte pas. Il faudra voir. Il faut voir deux groupes pour pouvoir comparer les résultats. Vous voyez, un groupe où on présente simplement une ressource numérique sans prendre en compte cette étape de motivation, et un autre en prenant en compte les étapes de motivation et voir les résultats. Aussi, ça serait intéressant de voir ça, vous voyez. Mais on ne peut pas dire que c'est l'outil qui va... Nous, tout au moins, nous n'avons pas fait l'expérience dans le sens que c'est l'outil qui va déclencher le plaisir. Peut-être ça serait bien une autre recherche aussi, de voir quel outil déclenche le plaisir. Mais ce n'était pas ça, ma recherche. Notre recherche, pardon. Notre recherche, c'était si ces étapes de motivation, compréhension et transfert pouvaient déclencher le plaisir. Vous voyez, c'était ça dans ces étapes-là. Mais on ne peut pas dire que cet outil ou la question c'était l'outil ou autre chose que étaient les facteurs, non? Ou était un élément déterminant pour motiver l'apprentissage ou déclencher l'apprentissage. En tout cas, c'est pas ce qu'on a mesuré. On a plutôt mesuré les effets de notre travail sur le contenu et l'organisation du cours dans nos questionnaires. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas fait de comparaison sur les outils utilisés, mais plutôt on a travaillé ensemble sur les approches et sur la construction des cours. Ça, c'était très intéressant de planifier les cours et à chaque fois comparer les activités qu'on allait faire pour la partie motivation, pour la partie compréhension, pour la partie transfert, les valider les uns avec les autres en tant qu'enseignants et ensuite poser des questions sur cela dans le questionnaire de satisfaction finale. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, en tout cas dans cette étude-là, on n'a pas mesuré l'effet de l'outil, qui aurait pu aussi être intéressant, savoir si l'une va travailler en ligne, l'autre en présentiel. Et ça, on a pu avoir un effet de ça, en tout cas au moins pendant en 2021, on était tout en ligne à l'université de Jean Jaurès. Et ce fameux cours d'auto-formation dont je parlais était à nouveau présent. C'était plus difficile, voilà. Ça dépendait du profil des étudiants, mais on a eu beaucoup plus de difficultés à engager les étudiants qui se sentaient seuls parce que finalement, ils n'avaient pas ces moments où ils se retrouvent et en interaction, ils se motivent les uns les autres et la discussion était plus... Voilà, pour certains, c'était plus compliqué. Et au contraire, par exemple, l'utilisation de tableaux interactifs et le fait qu'on puisse collaborer. Il y en a d'autres donc ça c'est vraiment des questions de profil, qui au contraire, par exemple en linguistique, étaient plus à l'aise à parler, sans la vidéo peut-être, mais en utilisant le chat, en utilisant le tableau interactif dans lequel on dessinait chacun son arbre syntaxique, etc. Et j'ai vu des groupes où au contraire, ça a fait monter la participation des gens qui osaient parler, et d'autres dans lesquels, et donc dans cette auto-formation-là, j'ai trouvé que par contre, ils se sentaient plus isolés, par exemple. Donc, il y a plein de choses à regarder, c'est vrai, mais c'est lié aussi au profil des étudiants, leur personnalité. Voilà, donc ça, on n'a pas mesuré cet aspect-là, plutôt les contraintes pédagogiques, les stratégies pédagogiques et l'effet qu'elles donnaient dans nos tests. Oui, merci beaucoup.
Dans votre présentation, vous avez dit qu'il y a un rapport entre le plaisir et l'implication de l'apprenant dans son processus. Comment on peut impliquer, comment favoriser cette implication de l'apprenant dans son processus d'apprentissage? Oui, là, je pense, je rejoins l'idée qui a été donnée par les auteurs dont je fais mention au tout début. C'est pour toi, je crois, et Moscolini, qui suivent en vérité l'auteur, le fondement du social, c'est Vygotsky. C'est-à-dire, eux, ils préconisent plutôt d'établir un dialogue avec les étudiants. Je pense aussi que pour que les étudiants se sentent impliqués, il faut qu'ils se sentent déjà attirés par l'enseignant et qu'on puisse se connaître et qu'on puisse dialoguer avec eux. Et ensuite, ça c'est un facteur, mais c'est pas pour moi c'est un facteur principal, mais il y a d'autres facteurs que je me suis rendu compte aussi, c'est les types de contenus qu'on va transmettre. Parce que vous voyez, dans notre classe, il y a toutes sortes d'étudiants des différentes cultures. En LASAT, c'est ça. Bon, en LASAT, c'est plutôt, oui, la plupart sont des Français. Mais, par exemple, ce que je pense, ce à quoi je réfléchis quand je veux proposer un contenu, c'est de savoir quel type de contenu peut susciter en eux l'interrogation. Vous voyez, c'est-à-dire, je prends soin que le contenu que je veux donner va déclencher des questionnements à eux. Eux, ils pourront se sentir à l'aise avec ces contenus. Vous voyez, ça c'est important pour moi. Et surtout dans des cours où je donne des cours d'analyse des textes, en licence 3 par exemple, et on apprend l'étudiant à construire une argumentation en présentant l'introduction, développement et conclusion. Les textes que je veux proposer pour analyser, il faut que ça soit adapté à leurs connaissances et qu'ils se sentent vraiment interrogés par ces textes. Vous voyez, et je pense, et des fois c'est un texte, c'est juste un contenu qui fera que l'étudiant va dire oui, je veux participer au débat de ces contenus. Parce que ce sont des ressources que pour eux, c'est très éloigné de son vécu, de son intérêt, de son souci. Il va le voir, il va faire les cours, mais ça restera là. Il ne sera pas impliqué. Vous voyez, je pense que c'est un contenu qui s'adapte. Pour ça, il faut être attentif. Il faut plus ou moins jeter l'œil à chaque enseignant, à chaque apprenant, pour savoir que ce contenu va l'intéresser. Vous voyez, des fois, je propose plusieurs textes. Eux, ils choisissent un texte. Je leur dis souvent, alors, j'ai pris vous séparer 5 textes, lesquels vous voulez travailler aujourd'hui. Et eux, ils choisissent. Et, ah oui, ça, sur l'informatique, ça m'intéresse et tout. Et voilà, on se met d'accord entre nous tous et on va travailler sur ces textes. Mais donc, je pense qu'à mis à part, là, il y a le dialogue qui intervient aussi, vous voyez. Entre les dialogues, les ressources qu'on va utiliser pour que ce soit une ressource qui l'intéresse, qui soit adaptée à leurs connaissances. Pour moi, c'est un facteur d'implication. Oui, ça suscite, je pense que c'est ça suscite l'implication. Je me souviens qu'une fois, j'avais proposé une lecture d'un poète, d'un écrivain cubain qui parlait justement de la recherche. C'était, oui, je me souviens plus, excusez-moi, mais c'était la recherche du besoin de l'être humain. Et j'avais choisi ce texte et une étudiante est venue à la fin et me dit, Madame, vous pouvez me dire où je peux trouver ces textes, parce que c'était juste un extrait, mais elle était attirée par ça, par les contenus de cette œuvre. Vous voyez, et ce sont des petites choses comme ça, entre autres, cette réflexion de l'enseignant pour toucher le cœur, si on peut dire, pour toucher l'esprit de notre étudiant, qui fera que il y ait une implication de leur part. Bon, merci beaucoup. Bon,
Madame Dufay, Madame Ali, merci beaucoup pour cette belle présentation vraiment assez intéressante sur la valeur qui a actuellement, bon, la valeur qui a le facteur affectif dans ce processus d'enseignement, apprentissage, et que on est en train de voir que après la pandémie, tout ça a pris une place importante aussi, oui, beaucoup plus importante. Oui. Donc, merci beaucoup aussi, Emeline, Angélica, pour vos questions et aussi à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, qui sont connectées depuis la plateforme de YouTube. Bon, merci pour cette présentation. Oui. Merci beaucoup à vous, Sandra, Angélica, Emeline, à Sandia. Merci. Et à tout le public que je n'arrive pas à voir. Hein. À Manuel, merci beaucoup de nous avoir permis de partager avec vous notre expérience. Et pour nous, c'était un honneur de pouvoir être avec vous. Hein. Merci beaucoup. Et un plaisir aussi. Oui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette rencontre, d'avoir enrichi notre programme avec vos connaissances et avec votre travail. On remercie aussi Angélica et Méline qui nous accompagnent aussi aujourd'hui. On espère pouvoir rester en contact après cette rencontre. Et bien sûr que dans Matisses, nous voulons toujours continuer à rester connectés avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Buenas noches en français. Ouais.